Enfin, si je vous comprends bien, l'assimilation automatique qui est faite en ce moment entre fascisme et racisme est totalement infondée. Alors, du point de vue proprement mussolinien, bien sûr. Du point de vue hitlérien, il faut bien dire la vérité, et sous ce rapport, je propose une critique dans une perspective toujours aristotélo-thomiste, ouverte à la philosophie moderne, ou du moins à ce que je crois être le meilleur de la philosophie moderne, une critique bien entendu du déterminisme raciste, n'est-ce pas, que je crois non pas expressif de l'essence du national-socialisme, mais expressif d'une conscience, enfin de la conscience pour le peuple allemand littéralement écrasé après la guerre de 14 et spolié, n'est-ce pas, tout le monde connaît les scandales du traité de Versailles, et puis les scandales plus anciens que j'évoque d'ailleurs, à savoir le nationalisme des Bourbons, des Capétiens, qu'on veut toujours défenseurs de la monarchie et du catholicisme, alors qu'ils se sont fait bien souvent les fourriers de l'islam, n'est-ce pas, et du protestantisme par intérêt ultranationaliste au sens étroit du terme. Mais enfin, j'ai perdu mon idée, je vous prie de m'excuser. Je dirais donc, oui, le racisme, dans ce qu'il peut avoir d'excessif et de tout à fait brutal, je pense en particulier à l'égard des Ukrainiens, enfin des choses comme ça, grotesques. C'est en bonne partie à cause de ça qu'il a raté son coup. Eh bien, je dirais que ce racisme est plus l'expression d'un souci pathologique de retour, de recherche d'identité, qu'un fondement réel. C'est ce que disait Léon Degrelle, n'est-ce pas? Léon Degrelle disait lui-même, enfin, les pauvres théories raciales d'Hitler, elles n'auraient pas tenu 10 ans si nous avions gagné la guerre, disait-il, dans la mesure où tous ces soldats, n'est-ce pas, qui venaient de toute l'Europe, auraient trouvé les Ukrainiennes encore plus blondes qu'eux, encore plus belles et encore plus ariennes, entre guillemets. Donc je souligne, c'est évidemment ces travers, qui à mon avis sont circonstanciels. Maintenant, comment expliquez-vous que des antagonismes, enfin une hostilité aussi violente, aussi violente, je vois pas d'autre mot, aussi univoque, se soit manifestée, notamment de la part de l'Église, contre les fascismes, ou en tout cas se manifeste aujourd'hui, alors que quand on lit votre livre, on a effectivement le sentiment que il y a dans une possibilité, comme vous le dites, de concilier le point de vue catholique, le point de vue fasciste et le point de vue monarchique ou monoarchique. Oui. D'où vient cette hostilité, cette condamnation, cet opprobre? Est-ce que c'est quelque chose d'authentique? Est-ce que ça vient vraiment d'une opposition fondamentale, en quelque sorte organique, ou est-ce que c'est pas une façon de céder à une mode, à un courant de pensée général, aux politiquement corrects? Alors, oui, il y a plusieurs raisons, et je vous remercie de poser la question. Il y a bien entendu la peur, n'est-ce pas, des gens qui acceptent. Vous savez, aujourd'hui, le monde est un monde, je ne le décrirai pas, vous le décrivez parfaitement d'habitude dans vos émissions. À vue d'homme, il faut bien avouer que nous avons le sentiment qu'il n'y a plus grand-chose à faire. La pourriture est telle qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir maintenant. Ce qui est certain, c'est que ce monde est issu de principes pervers, de principes antichrétiens et antinaturels, qui, comme tels, n'ont pas d'unité positive et qui ont besoin de se constituer une unité négative par référence répulsive à l'égard d'un mal constitué comme absolu. Ce mal absolu, c'est évidemment l'Europe, c'est évidemment ce qu'on appelle la croisade des fascismes, n'est-ce pas, précisément parce qu'il leur a fait peur. Et ça, parce qu'il a failli réussir. C'est le vieux truc du golem. Oui, tout à fait. On fabrique une bestiole ou une créature qui fait peur. Tout à fait. Et on finit d'ailleurs par se faire peur à soi-même à force de manipuler cette bestiole. Exactement. Alors il faut convenir qu'il y a aussi des tensions considérables entre ceux qu'on a appelés les fascistes et bien entendu les tenants de la monarchie. Je rappelle à cet égard qu'il y a deux formes en France de manière d'être monarchiste, les monarchistes qui se disent légitimistes et les monarchistes nationalistes d'inspiration maurassienne. Les maurassiens, nous savons... Encore qu'on peut, pardonnez-moi de vous couper, mais c'est une question personnelle, c'est un sujet qui vous touche personnellement, on peut très bien être légitimiste et maurassien.
Alors là, je vous avoue que respectueusement, j'ai du mal à vous suivre, mais je vous lirai volontiers. Disons que le nationalisme maurassien, enfin disons les tenants mestriens souvent du légitimisme ne reconnaissent pas la pertinence même de l'idée de nation, puisqu'aussi bien ils considèrent que l'idée de nation est intrinsèquement jacobine. Ce que je ne crois pas du tout. Je crois profondément que, précisément, il appartenait à la monarchie d'accoucher de la nation, et comme ça n'est pas elle qui l'a fait, ce sont les méchants qui l'ont fait à sa place et qui en ont proposé un concept dévoyé. Cela étant dit, donc, si tant est qu'on puisse simplifier, on dira que les légitimistes recusent l'idée de nation et ils considèrent que la cause efficiente de l'unité d'une communauté politique, c'est la référence à une dynastie, sans communauté de destin organique. Oui. Les Maurassiens, eux, je rappellerai une chose. On parle souvent du nationalisme et de l'organicité maurassienne. On oublie souvent que le politique d'abord, c'est d'abord dans l'ordre du temps. Dans l'ordre de la priorité, dans l'ordre de l'agir, mais pas du tout dans l'ordre de la fin poursuivie. C'est exactement ce que vous évoquiez au début de votre intervention. C'est cette question de l'apparente primauté, tout à fait. et de l'apparente secondarité de certains points, de certains éléments de la réflexion. Et en fait, on voit bien que ça a été analysé d'une façon, je trouve, très intéressante, parce qu'autrement, j'aurais pas publié dans le livre journal par l'abbé Guy-Marie, qui dit l'idée de politique d'abord de Maurras, c'est très exactement conforme à la mariologie, c'est-à-dire que c'est à Jésus par Marie, et le mécanisme est exactement le même. Il y a une différence entre la cause première et la cause seconde. Quand on dit politique d'abord, et ça n'est pas la politique d'abord parce que c'est plus important, il faut en passer par la politique. Alors à cet égard précisément, c'est pour ça que je parlais c'est pour ça que l'abbé Guy-Marie évoquait le rôle de la Sainte Vierge. L'hyperdulie n'est pas en soi, alors le culte de la Vierge n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'accéder à alors autant la chose me paraît légitime si on laisse entendre que le politique d'abord est premier dans l'ordre du temps, second dans l'ordre de la finalité, si et seulement si c'est une finalité surnaturelle. Dire du politique qu'il est tout entier subordonné à une finalité surnaturelle, n'est-ce pas, qui transcende la contingence de l'histoire, bien sûr, je ne serais pas catholique autrement. Mais laisser entendre que le politique est subordonné au bien particulier temporel de la personne, ça n'est pas aristotélicien, ça n'est pas une philosophie du bien commun, et c'est celle de Maurras. Qui dit que l'économie est plus importante que le politique, la vie familiale est plus... Saint Thomas dit lui-même que le bien commun de la famille est subordonné au bien commun de la cité. Absolument, ça c'est clair. Mais oui, mais c'est évident. C'est ce qui fait de nous, c'est ce qui fait que les hommes ne sont pas exactement des animaux. Oui. Alors à cet égard, je me permets pour répondre à votre question, la difficulté qui a existé historiquement et qui a troublé beaucoup de gens, c'est vrai, entre les fascistes, quelle que soit leur couleur, et les catholiques, n'est-ce pas? C'est les reproches qu'on a fait d'habitude, à savoir tendance à hypertrophier le rôle de la nation, tendance à absolutiser l'État et à ne pas tenir compte, n'est-ce pas, de cette subordination requise de l'État à la religion. En même temps, ça c'est, on prend cette position, mais en même temps, on a des admirations contraires. Je prends un exemple. On nous cite parmi les modèles de la droite en France, de la vraie droite, je veux dire, la droite historique, la droite nationale, la droite qui pense à droite. Parmi les modèles, il y a Moscardo, le colonel Moscardo, à l'Alcazar, qui dit à son fils, prépare-toi à mourir. Oui, c'est admirable. Là, on est exactement dans la situation de quelqu'un qui, confronté, alors dans sa chair, bien sûr, à ce problème de priorité, quelle est la première des priorités? Est-ce que c'est le bien familial, le bien personnel ou le bien commun? C'est le bien commun. Choisis le bien commun. Bien sûr. Donc, on est toujours confronté à cette espèce de nécessité de donner des exemples pour faire comprendre ce qu'on veut dire, parce que chez nous, les gens disent, mais c'est évident que la famille est première, la cellule familiale, elle est première, mais elle est première dans l'ordre du temps, mais elle n'est pas première, évidemment, dans l'ordre de la causalité et de la finalité. Et à cet égard, je crois que contre les jongleries personnalistes de Gilson ou de Maritain, n'est-ce pas, qui vont faire de saint Thomas un existentialiste et qui vont le récupérer au profit de la démocratie chrétienne, je crois qu'on peut rappeler tout de même que l'homme est subordonné, l'individu catholique, je dis bien, n'est-ce pas, croyant, dans un contexte de foi, est subordonné au bien commun de la cité, bien commun immanent, au bien commun de la cité,
n'est-ce pas? Mais qui a le statut de fin. Mais certes, de fin intermédiaire. La fin universelle, la fin absolue, c'est la communion des saints et la gloire de Dieu, évidemment. Mais faire de la... Disons, il y a une formule dont il faut bien avouer, avec le respect qui est dû à un pape, une formule qui est bien équivoque, c'est la formule, n'est-ce pas, la cité est pour l'homme. Oui, mais la cité est pour l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle est pour l'individu. Ça veut dire qu'elle est pour l'homme en tant qu'il a une vocation surnaturelle. Mais l'homme en tant qu'individu, et même en tant que personne, il est pour la cité. Et ce sont des principes catholiques, ça. Je crois que c'est une formule facile qui est traduite directement du talmudisme, qui dit c'est le sabbat qui est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Mais c'est exactement ça. Je crois réellement qu'on est là dans une espèce de tentative de réappropriation ou d'appropriation d'un raisonnement qui n'appartient pas à la tradition catholique. Ben oui, il y a le catholicisme assume absolument le meilleur du paganisme, n'est-ce pas? Et il distingue réellement entre nature et surnature, n'est-ce pas? La grâce ne supprime pas la nature, elle la perfectionne. Donc la nature est exigitive en quelque sorte de son accomplissement immanent dans l'intérêt même de la fructification de la grâce. Quand on comprend ça, on comprend que l'homme, qui est par nature un animal politique, tende vers le bien commun de la cité comme vers la réalité en acte de toutes les virtualités de la nature humaine et qui a raison de fin pour lui en tant que personne. Et c'est précisément s'il se subordonne à cette fin intermédiaire qu'est la cité qu'il a quelques moyens, n'est-ce pas, de se subordonner à une fin transcendante. On ne peut pas court-circuiter la nature. Il faut être luthérien pour ça. Alors, il y a un autre problème, c'est les difficultés qu'ont eu les fascistes à l'égard des monarchistes. Quelqu'un qui vous dit, vous avez échoué lamentablement par votre décadence, votre dégénérescence, ça leur fait pas plaisir. On n'a plus besoin de vous, on reconstitue une aristocratie à votre place. Alors ça ne leur plaît pas beaucoup. D'autre part, cette espèce de nationalisme étroit maurassien qui est violemment anti-germanique, pathologiquement anti-germanique, avait bien du mal évidemment à concevoir, peut-être à cause du positivisme de ses origines, l'idée d'un bien commun européen et l'intérêt d'un Saint-Empire. Dont je rappelle que dans l'esprit du catholicisme, il avait en quelque sorte la priorité par rapport à la monarchie française. Là, je vous écoute, mais je vous suis pas. Mais enfin, ça, c'est... Disons, de fait, je crois qu'on peut rappeler, comme l'ont rappelé des historiens récemment, que la France, qui se dit toujours fille aînée de l'Église, la France a favorisé de manière systématique le protestantisme en Allemagne pour ses intérêts. Pour des raisons politiques. On a vu le résultat. De même que François Ier a l'islam favorisé, si on peut dire, l'islam pour des raisons stratégiques même. On peut le comprendre. Enfin, c'est quand même assez facile de juger a posteriori. Non, j'en conviens. Conviens, mais on peut toujours se dire aussi, bien sûr, nous sommes le produit de gens remarquables. J'ai moi-même beaucoup d'admiration pour Maurras, mais quand on est de notre génération, quand on voit l'état du monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand on voit qu'il n'y a plus rien à faire, que tout est pourri à un point qu'on n'imagine pas, et quand on se dit l'unique chance dont disposait la race blanche et l'Europe de ne pas crever complètement, c'était peut-être de favoriser la victoire par la croisade des fascismes de ce qui restait du meilleur, non encore corrompu, de l'ancien régime, on a quelques raisons d'être nostalgique, si j'ose dire, ou du moins de se poser des questions. Et on peut s'interroger sur le fait qu'il y a là un antagonisme... Enfin, d'où vient cet antagonisme? Qu'est-ce qui l'inspire? Parce que c'est vrai que c'était irréductible entre Maurras ils ont favorisé le gaullisme, ils ont favorisé les anglo-saxons, ils ont favorisé l'Union soviétique, on a vu le résultat. Ils ont eu la peau du fascisme, ça c'est certain. Maintenant, ils sont contents. Voilà, comme je vous l'avais dit, on peut dire que le livre de Joseph Merel qui s'appelle Fascisme et monarchie n'est pas très exactement un livre politiquement correct, mais c'est un livre tellement... D'abord, vous avez pu mesurer la qualité de la pensée et de l'expression de Joseph Merel. Merci. Mais c'est un livre... Alors, je veux le dire, c'est un livre qui n'est pas du tout compliqué à lire. Non, parce c'est vrai qu'il faut le lire lentement, avec attention, mais il n'y a pas de grande partie interminable. Il y a beaucoup de petits chapitres qui expliquent clairement les choses, qui resituent dans le contexte historique, etc. Et ça, c'est très très bien fait. Et puis, il y a des annexes qui sont tout à fait intéressantes. Je n'entrerai pas dans le détail de ces annexes, mais c'est un bouquin, à mon avis, essentiel. C'est un bouquin totalement original, totalement nouveau. Je crois que personne n'a jamais fait le travail que vous avez fait. Et c'est un livre qui mérite d'être lu.
Alors ça s'appelle Fascisme et monarchie, essai de conciliation du point de vue catholique.